Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance en ligne et je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Alors, je vais me présenter tout d'abord. Je suis Ramatoulaye Mbow, doctorante en médecine et j'aurai le plaisir ce soir d'animer et de modérer cette session. Donc, nous allons poursuivre. Donc, aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant. Dégradation des écosystèmes, changement climatique. Un moteur silencieux des maladies émergentes. Alors, ce thème met en lumière une réalité qui est souvent sous-estimée. Le fait des crises environnementales ne sont pas seulement écologiques, mais aussi profondément sanitaires. Derrière la déforestation, la pollution ou encore le réchauffement climatique se cachent souvent des mécanismes complexes, favorisant l'émergence et la propagation des maladies, parfois nouvelles, parfois réémergentes. Donc, nous vivons dans un contexte qui est déjà marqué par l'accélération des changements climatiques, une dégradation progressive des écosystèmes et une augmentation des maladies infectieuses et zoonotiques. La pandémie à COVID-19, l'extension des maladies comme la dengue, le paludisme ou Ebola nous rappellent que la santé humaine est intimement liée à celle des animaux et de l'environnement. Comprendre ces liens aujourd'hui est un enjeu majeur de santé publique. Alors, l'objectif de cette conférence, de cette présentation, est donc de mieux comprendre ce qu'est un écosystème et son rôle, d'analyser l'impact des activités humaines et les changements climatiques sur ces écosystèmes, et surtout de mettre en évidence le lien entre la dégradation de l'environnement et l'émergence des maladies. Nous aborderons également des stratégies de prévention et de lutte à la fois environnementales et sanitaires. Pour enrichir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des intervenants au profil complémentaire. Alors, nous allons commencer par M. Baiwa Makai Hatab, qui est un biologiste, activiste écoclimatique, et coordonnateur du projet Resicilia, si je prononce bien, à l'Axia. Il est engagé dans le renforcement des capacités sanitaires. Veuillez éteindre votre micro. Donc, je disais donc qu'il est engagé dans le renforcement des capacités sanitaires et il forme également, sensibilise des populations aux pratiques agricoles durables telles que l'agroécologie, l'agroforesterie et la fabrication de biointrants, tout en abordant les liens étroits entre la dégradation environnementale et le changement climatique, ainsi que les risques sanitaires émergents. Nous comptons également sur la présence du docteur Abdelmounim Mahammad, qui est un médecin résident en diplôme d'études spécialisé de pédiatrie à l'université N'Djamena du Tchad, qui est également un activiste social et climatique, président de l'association DARI Prevent Health, DPH, qui représente tous les étudiants et médecins formés au Tchad et qui se focalise surtout sur la prévention et la sensibilisation en lien avec la santé communautaire. Donc, leur expertise nous permettra d'aborder cette thématique sous différents angles, environnemental, sanitaire et social. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par poser les bases de notre réflexion en répondant à une question qui est essentielle. Qu'est-ce qu'un écosystème et pourquoi est-il fondamental pour la santé humaine? Donc, pour ce faire, je vais d'abord passer la parole à M. Baiwa, qui va nous apporter quelques éclaircissements par rapport à tout ça et nous faire sa présentation. Monsieur Baiwa, la parole est à vous.
Monsieur Baïwa, est-ce que vous me recevez? Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, j'espère que vous me recevez. Oui, nous vous recevons parfaitement. Donc, vous disposez de 15 minutes pour nous faire votre présentation. Merci. Ok, merci. Merci, docteur Rabatou. Merci pour la présentation et merci à tout et chacun d'assister à ces webinaires consacrés à la dégradation de l'environnement qui favorisent l'émergence silencieuse de nouvelles maladies et donc la dégradation de l'environnement d'une manière générale et en plus du changement climatique. Donc, c'est un thème que je trouve très, très intéressant parce que c'est un thème d'actualité. Et comme elle l'a dit, qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est d'abord un ensemble d'êtres vivants et leur environnement. Un ensemble des êtres vivants, que ce soit des végétaux et des animaux, vivant dans un même milieu. Et donc, des fois, au lycée, on nous dit c'est l'ensemble des biotopes et biosonoses. C'est ces biotopes qui constituent l'ensemble des êtres vivants et les biosonoses qui constituent l'environnement. Et donc, tout ça qui constitue ce qu'on appelle un écosystème. Et donc, cet écosystème, il nous fournit de la nourriture, il nous fournit de l'eau, il nous fournit de l'air et il régule également notre climat. Et donc, cet écosystème, il assure la continuité du milieu vivant en maintenant un équilibre, l'équilibre entre les organismes vivants qui interagissent entre eux dans un même milieu. Donc, d'une manière générale, cet écosystème, c'est notre milieu, c'est tout ce qui nous entoure et l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, tout ça, c'est tout ça qui constitue cet écosystème. Et donc, cet écosystème est lié au climat et il est également lié à la santé. Donc, étroitement, ils sont liés. La biodiversité, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Le climat et la santé sont liés d'une manière générale. Donc, ici, c'est un schéma. Je sais pas si le schéma n'est pas assez visible, mais on a tout ce qu'on appelle écosystème. On a les non-vivants, on a de l'air, on a des substrats qui sont dans le sol, on a des organismes qui vivent dans l'eau, on a les sols, on a les micro-organismes, on a également les animaux, que ce soit les animaux supérieurs ou les animaux inférieurs. Et c'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle l'écosystème. On a également les arbres, sans oublier les arbres. Donc, cet écosystème subit une dégradation très forte à travers les activités humaines. Donc, on assiste à la déforestation, une déforestation massive, c'est-à-dire une forêt qui est là et les hommes, ils viennent, ils la détruisent. Et cette déforestation entraîne la perte de la biodiversité, qui est l'ensemble des animaux et des végétaux. Et à travers les activités de l'homme également, on a l'air qui est pollué, l'eau également qui est polluée et le sol également qui est dégradé ou bien affaibli ou il est également pollué. Et parmi ces activités de l'homme, il y a également l'urbanisation rapide, c'est-à-dire l'homme dans sa vie, il naît et il donne naissance à un autre, à son semblable. Et donc, il y a besoin que cet homme élargisse son environnement. Donc, il détruise certains milliers pour installer sa maison, pour installer des routes, pour construire des routes, pour construire tout ce qui est infrastructure. Et donc, ces derniers temps,
on voit que cette urbanisation est tellement rapide et donc qui sont l'eau, le sol et la biodiversité, l'écosystème d'une manière générale est exploité d'une manière très, très excessive parce qu'il y a cette urbanisation rapide. Et donc, il y a également cette agriculture intensive. Chaque année, l'homme utilise les sols, l'homme utilise la terre pour labourer. Chaque année, l'homme utilise la terre sous ses différentes formes pour labourer ses différentes variétés, pour se nourrir et tout. Et donc, à travers cela, à travers cette agriculture intensive, les sols a une pression sur lui. Donc, cette pression affaiblit les sols et donc les rend non fertiles. Et c'est pourquoi on assiste à la perte de notre biodiversité, de certains éléments de la biodiversité. Donc ici, il y a des schémas qui sont bien illustratifs. On voit que l'homme n'arrive pas, à travers l'urbanisation intensive, il n'arrive pas à bien gérer ses déchets. Il jette ses déchets dans les rivières, dans les marigots, dans les fleuves, dans les côtes, que ce soit dans les mers. Et donc, ça pollue cette eau. Peut-être qu'on l'utilise pour que ça soit s'alimenter d'une manière générale et cette pollution de l'eau détruit également quelques espèces qui sont dans cette eau. Donc on voit ici les ordures d'une manière générale. On voit les ordures qui sont placées au bord d'une mer ou d'un marigot. Et donc, s'il y a certaines espèces, que ce soit des micro-organismes ou que ce soit des organismes vivants, ça les détruit parce que ça les étouffe, les sols ne s'infiltrent pas, l'eau ne s'infiltre pas à travers les sols et tout, et donc on assiste à cette dégradation. Et ici, on voit également une forêt qui est détruite par l'homme parce qu'il veut faire peut-être l'agriculture, pratiquer l'agriculture. Et on voit également d'un autre côté une forêt qui est détruite par l'homme. Il veut faire peut-être utiliser les bois coupés pour les chauffe, pour utiliser dans la cuisine et tout. Et donc, tout ça fait partie des activités de l'homme qui, à travers cela, l'écosystème est dégradé. Donc, je vais bondir sur ce qu'on appelle le changement climatique. Et donc, à travers, comme je l'ai dit, si haut la biodiversité est modifiée d'une manière générale par l'homme, et donc, avant, peut-être, il pleuvait d'une manière abondante, où le climat est réglé d'une manière très standard, et on assiste drastiquement à une modification du climat, c'est-à-dire la température augmente, les précipitations diminuent, où elles viennent en os, où il ne pleut pas du tout. Et donc, tout ça a commencé depuis le 19e siècle et tout ça est causé par les activités de l'homme. Et on assiste également à l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont causés par des combustibles fossiles tels que les grandes industries, nos véhicules qu'on utilise, la fumée qu'on utilise, tout ça font partie des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur au sein de l'atmosphère et qui provoquent le réchauffement d'une manière globale. Et c'est pourquoi on parle du changement climatique. Et donc, les causes de ces changements climatiques, comme je l'ai déjà expliqué, est due à l'utilisation des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz, le pétrole, l'essence et tout. Et on parle également de la déforestation dont on a déjà parlé. Et on assiste également à des activités industrielles polluantes, une industrie de transformation de chocolat, par exemple,
d'un produit agricole qui veut transformer son produit de la matière première à un produit fini, on assiste à des activités industrielles et qui polluent cet écosystème. Donc, ces changements climatiques, comme nous l'avons déjà dit, modifient les cycles des pluies et des fois, les pluies arrivent d'une manière, d'une manière très, très, très élevée ou d'une manière les moins élevée. Et donc, une fois que ces pluies sont modifiées, on assiste à une sécheresse prolongée. Et donc, qui dit sécheresse déjà, certains animaux ou certaines espèces disparaissent, que ce soit des animaux, ils migrent, ils quittent d'un milieu pour aller rechercher un autre milieu de vie les plus favorables à eux. Et donc, c'est pourquoi la nature est déséquilibrée. Elle devient tellement fragile. On voit ici l'image. Les arbres, quand il y a une sécheresse intense, certains arbres sèchent. Quand il y a une pluviométrie élevée, certains arbres meurent suite à l'asphyxie et tout ça. Et donc, ce sont les conséquences du changement climatique. Dans notre contexte du Sahel, par exemple, ici, on parle du Sahel, il y a un surchauffe de 1,5 fois que la moyenne mondiale. C'est-à-dire que nous subissons l'essor de la planète, nous la subissons parce que nous, bien avant, les Sahel n'avaient pas des arbres et donc, comme il y a il ne pleut plus, comme il y a des sécheresses intensives, il y a la terre les Sahel réchauffe d'une manière très élevée. Et donc, on assiste ici à des pertes de terres fertiles. On parle ici de plus de 10 millions d'hectares de terres dégradées chaque année à travers les Sahel. Et comme 80% de la population du Sahel dépendent de l'agriculture, ce n'est pas un bon signe. Et donc, toutes ces personnes, toutes ces personnes subissent ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Et donc, cette dégradation favorise la propagation des agents pathogènes, la dégradation du sol, la sécheresse prolongée, que ça soit également l'équilibre, le milieu de notre vie devient déséquilibré et tout. Et donc, ça favorise la propagation des agents pathogènes. Pourquoi ça favorise la propagation des agents pathogènes? Parce que, par exemple, peut-être avant 10 ans, quand on retourne en arrière de 10 ans, les milieux dont nous vivons étaient une forêt. Mais vu les activités humaines de l'homme, peut-être entre-temps, là où ma chambre était placée, il y avait un grand arbre. Sous ces grands arbres, il y avait peut-être des oiseaux. Et sous ces grands arbres, il y a également ce qu'on appelle les micro-organismes qui protègent, qui enrichissent les sols et tout. Donc, il y a ces maladies qui s'y transmettent des agents pathogènes parce que les oiseaux se déplacent et ils transmettent avec eux certaines maladies. Aujourd'hui, quand on parle de la COVID-19, elle trouve son origine de ce qu'on appelle un animal. C'est pourquoi on parle de la zoonose. Les zoonoses, ce sont des maladies qui proviennent des animaux. On parle également de l'Ebola en République démocratique du Congo, qui est devenue aujourd'hui une maladie très émergente parce que elle trouve son origine d'un animal.
Et donc, il y a également ces maladies qui sont les paludismes, qui sont des maladies liées à la dégradation de l'environnement parce que on assiste à l'accumulation des déchets, que ce soit tous les déchets sous leurs différentes formes, et donc les agents pathogènes qui est l'anophèle, l'agent pathogène du paludisme se développe, ou que ce soit les dengues, ces agents pathogènes se développent dans notre milieu insalubre. Pourquoi? Parce que le milieu n'est pas sain. Il n'y a pas de l'épuration de l'air, il n'y a pas la décomposition des matières organiques et tout. Et donc, ces agents pathogènes se développent. Donc, on parle également de l'approche One World, One Health, santé humaine. On parle également de la santé animale et de la santé environnementale. Tout est lié, comme je l'ai dit. L'animal sauvage, transporte avec lui des agents pathogènes et il est donc le vecteur d'une maladie quelconque, que ce soit l'Ebola ou que ce soit le Covid-19. Et c'est cet agent vecteur, il la transmet à l'homme. Et donc, comme l'homme vit également en compagnie des autres animaux domestiques tels que les poules, tels que les chèvres et tout, et donc les cycles perdurent et les maladies se transmettent parce qu'il y a quelque part un déséquilibre dans notre milieu. Donc, ces maladies où la dégradation de notre environnement a un impact sur la santé humaine. Par exemple, quand on prend les cas du Sahel. On prend les cas du Sahel, il y a 6,9 millions des enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë. Pourquoi? Parce que il y a une sécheresse prolongée, l'agriculture ne produit plus parce qu'on a utilisé la terre d'une manière tellement intensive que l'agriculture n'arrive plus à produire. Il y a également l'apparition de certaines maladies respiratoires qui font partie également des maladies émergentes liées à la dégradation de l'environnement, telles que l'asthme, telles que les rhumes, on a les AVC, on a plusieurs maladies. Et donc, cet impact provient de la dégradation qu'on avait parlé. Tout ça, il n'y a pas à manger, l'homme est stressé, le stress fait partie également des maladies parce que l'homme pense à comment subvenir à ses besoins, ne serait-ce que son alimentation. L'homme cherche à aller s'en procurer de l'eau pour ne serait-ce que s'alimenter. L'homme cherche à s'asseoir sous un arbre, mais il n'y a pas des arbres parce que tout est coupé par son semblable et tout ça fait partie de ces maladies qui émergent à travers la dégradation de l'environnement. Et donc, bon, je m'arrête là. Je laisse la place à Dr Mounir qui va continuer et il va apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur ces maladies en tant que médecin spécialiste. Voilà, merci Dr Ramatou. Je vais m'arrêter ici pour le moment et je serai disponible pour les questions qui vont venir. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Baïwa. Alors, sans plus tarder, nous allons enchaîner avec la seconde partie. Docteur Abdelmounim, vous avez la parole. Merci. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est le docteur Abdelmounim Mohamed, président de l'association d'amis privés, ailleurs médecin en spécialisation
médecin résident en pédiatrie. C'est un réel plaisir pour moi de partager cet espace de réflexion avec vous aujourd'hui. Je me définis avant tout comme un activiste social et climatique, mais cette identité puise ses racines dans une réalité quotidienne et un constat implacable. Je pense que l'écran de mon ordinateur apparaît chez vous. Non, nous ne voyons pas l'écran. Bonsoir à tout le monde. Excusez une minute. Oui, maintenant ça apparaît. Oui, c'est bon. Alors, vous disposez de 15 minutes, vous aussi. D'accord, merci. Merci. Ok. Je disais, mon parcours est né de l'intersection de deux mondes, d'un côté, une formation et une sensibilité aux enjeux de santé publique. J'observe l'évolution et visage humain de la maladie. De l'autre, une immersion en réalité des plutôt vulnérables qu'on rencontre à l'hôpital ou les bouleversements environnementaux tels que les sécheresses, les pertes de biodiversité, la dégradation des sols, etc. C'est sur ce terrain que j'ai vu les liens. Par là, on va essayer de discuter un peu sur la crise écologique et climatique et les menaces lointaines qui pèsent et qui est multiplicateur des sanitaires. Alors, c'est allô? Oui. Oui. Sur ce, on va essayer de voir, comme mon prédécesseur a parlé déjà sur l'écosystème, la dégradation, les changements climatiques, il a eu à brosser aussi euh, quelques maladies zoonotiques, les maladies vectorielles, ainsi que l'approche One Health. Je vais juste m'appesantir un peu sur ce qu'il a dit pour essayer de voir ensemble ce qui s'est réellement se passe derrière tous ces changements climatiques. Et donc, les liens critiques entre nos voilà ce que nous allons parcourir pendant en 3 points les mécanismes de risque. Donc, comment la dégradation environnementale fait émerger ces maladies, l'impact sur notre santé, les conséquences directes et indirectes, les voies de solutions qu'on peut proposer. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier point qui concerne les mécanismes du risque. Donc, sur ce point, on a quelques éléments. Sur le premier point, la pollution de l'air. La pollution de l'air par des particules fines, des produits chimiques, qui est la cause de certaines maladies, telles que l'asthme, la bronchite, le cancer du poumon, certaines maladies cardiovasculaires. On a aussi la contamination de l'eau par certaines bactéries, des parasites, des produits. On parle d'une maladie sale. Et tout est causé par
les dégâts qui est causé sur l'environnement et qui permet à ce que ces maladies se transmettent facilement et les infections cutanées, les déchets et les sols contaminés qui sont des perturbations de la chaîne alimentaire. Parlant de la déforestation et de biodiversité, nous avons quelques modifications écologiques qui peuvent provoquer l'apparition de nouvelles zoonoses. Par exemple, prenons le au Tchad. Tout récemment, on vient de déclarer que le choléra vient de prendre fin parce que c'est une maladie qui a été indiquée depuis longtemps avec l'apparition de l'environnement, avec l'apparition des mouvements humains qui n'étaient pas les règles environnementales, ainsi de suite, ça fait émerger encore cette maladie. Et c'est là où on parle de l'apparition de ces nouvelles maladies. Les changements climatiques, la sécheresse, l'inondation, mon prédécesseur a fait une belle présentation sur ça. Et ceux-là sont la source de stress, des maladies liées aux conditions extrêmes, telles que la propagation de vecteurs de maladies tels que les moustiques, et ainsi de suite. Abordant le deuxième point qui parle sur l'impact sur notre santé. Quelles sont les conséquences directes et indirectes sur les populations de ces changements climatiques, de cette dégradation de la biodiversité et de notre écosystème? L'impact direct, ce sont les maladies graves. Mon prédécesseur a expliqué sur la COVID-19, l'Ebola, le choléra, comme je l'ai toujours dit, c'est des maladies infectieuses émergentes. Leur risque est augmenté pendant cette dégradation de l'écosystème. Les maladies vectorielles en expansion, telles que l'hépatite, la dengue et la maladie des Lyme, qui sont liées aussi au changement climatique. Excusez-moi. Oui. Il me semble que votre écran ne défile pas. Est-ce que vous êtes en train de défiler les diapositives? Oui. Ça défile. Parce que là, nous voyons uniquement la première page. Il me semble que... Désolé, hein. Maintenant, ça apparaît? Oui, essayez de défiler pour qu'on puisse voir si ça fonctionne. Oui. Est-ce que vous êtes en train de défiler l'écran? Oui, je suis en train de défiler l'écran. Bon, là, ça ne bouge pas. Ça bouge, mais pas encore. Non, toujours pas.
Oui. Quelqu'un vous suggère de mettre le mode diapositive. En mode diapositive. C'est en mode diapo maintenant. Non, là, vous êtes... voilà, bon, ok, là, ça change. Vous êtes en train de défiler les diapos. Mais là, vous n'êtes pas en mode diapositive, vous êtes sur le format avec les notes. C'est en mode diapositive maintenant. Est-ce que ça s'affiche là-bas? Pas encore à mon niveau. Désolé pour ce problème. Bon, nous allons essayer de ne pas perdre plus de temps. Bon, je pense, je peux continuer comme ça, ou mais la présentation avec vous, vous pouvez les relancer là-bas. Bonsoir, docteur. Oui, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que vous pouvez continuer comme ça. Vous pouvez continuer comme ça. D'accord, merci. Oui. Il faut que vous continuez comme ça. Si on vous saisit, il n'y a pas de problème, même si on ne voit pas les diapositives. D'accord. La modératrice, ok, ça va? D'accord. On peut... Poursuivez. Ok. Sur le deuxième point, c'était, je me suis attardé un peu sur l'impact sur notre santé, les conséquences directes et indirectes sur la population.
Et donc, ces impacts directs, on a en premier lieu l'émergence des maladies infectieuses telles que le Covid-19, l'Ebola, le choléra, les maladies vectorielles qui sont en expansion, que les paludismes, la dengue ou les maladies de Lyme, etc. Et ainsi que l'intoxication aiguë, qui peut être liée aussi à la pollution de l'air, de l'eau ou aux pesticides, qui sont aussi des substances cancérogènes. Sur le plan respiratoire, la pollution atmosphérique qui peut exacerber l'asthme chez les personnes, les asthmatiques, la bronchite, ainsi que les cancers du poumon. Sur le plan nutritionnel, la baisse des rendements agricoles et la carence en micronutriments qui sont aussi liés à ces dégradations environnementales. Sur le plan mental, on a dit aussi des stress post-traumatiques, les anxiétés, la dépression liée aux catastrophes climatiques telles que les inondations, le feu liés à ces dégradations. La santé des populations déplacées. Ceux qui sont victimes de ces dégradations de l'environnement est liées au changement climatique qui auront qui seront impactés directement par ces changements. Maintenant, la population la plus vulnérable qui sont atteintes par ces changements climatiques, les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées qui sont plus sensibles aux maladies respiratoires, diarrhéiques ou aux vagues de chaleur. La communauté pauvre et autochtone qui sont souvent dépendantes d'écosystèmes locaux et qui sont exposés à une plus grande pollution de l'air, pollution de l'eau, avec un accès limité aux soins qui sont dans des zones reculées et qui l'émergence de maladies risque de les perturber. Les zones géographiques à risque, c'est les régions côtières qui peuvent être sujettes à des submersions, des zones arides, à des sécheresses, ainsi de suite. Le troisième point, c'est sur les voies de solution, les stratégies intégrées pour protéger la santé et la planète. Ce qu'il faut faire, c'est d'agir sur les causes, pas seulement sur les systèmes, sur les symptômes. La santé planétaire et la santé humaine se préservent par une même approche intégrée. Comme l'avait dit mon prédécesseur, l'approche One Health. Il n'existe pas de solution miracle, mais un éventail d'actions interconnectées, c'est-à-dire investir dans la santé des écosystèmes, c'est investir dans notre système de santé et notre stabilité économique. Il faut agir maintenant et c'est le meilleur remède. Pour prévenir la source, c'est la conservation et la restauration, de protéger les forêts, les zones humides, de planter des arbres pour restaurer les habitats, sur l'agriculture régénérative, promouvoir l'agroécologie, l'agroforesterie et réduire les pesticides qui sont source de beaucoup de maladies. Sur la politique, les plans politiques, le climat et la biodiversité, il faut appliquer des politiques ambitieuses de réduction des émissions et de protection des espèces, l'irrigation durable, c'est de développer les espaces verts, les transports propres, les gestions circulaires des ressources. S'adapter et se préparer, c'est-à-dire la surveillance en One Health, système intégré de surveillance des pathogènes à l'interface animal-humain et environnement. Le renforcement des systèmes de santé, les rendre résilients aux chocs climatiques et aux afflux des patients, la protection des populations vulnérables, comme nous l'avons bien signalé ici haut, par des alertes précoces, système d'alerte pour les vagues de chaleur, les inondations ou les épidémies, accès aux soins, garantir l'accès à l'eau potable, la nutrition, aux services de santé essentiels. La coopération intersectorielle,
c'est-à-dire entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Économie, la science et les savoirs locaux, associer les connaissances scientifiques, à savoir les traditionnels et ce qui est moderne. La mobilisation de tous les niveaux. Tous les citoyens sont concernés par ces changements climatiques. Je pense que je suis arrivé à la fin de ma présentation et je vous remercie. Alors, merci au docteur Abdelmounim pour cette présentation riche, bien que difficile au début. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons poursuivre notre réflexion. Alors, nous allons ouvrir la séance de questions-réponses. Si parmi les auditeurs et auditrices, si vous avez une quelconque question à poser, n'hésitez pas. Et si vous avez une question, veuillez vous signaler et la parole vous sera accordée. Alors, il me semble qu'une première question avait été posée tout à l'heure au niveau de la discussion. Est-ce que la personne voudrait bien prendre la parole? Monsieur Sanou Badian. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Je crois la question qui est adressée à Baïwa par M. Badian Sanou, qui parle de la dégradation, ne contribue-t-elle pas moins à l'émergence de nouveaux agents pathogènes qu'à l'augmentation de leur transmission, de leur virulence ou de leur impact? Je crois que c'est ce qu'il a été. Très bien. Monsieur Baïwa, pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien saisi la question. C'est dans le chat? Oui, il dit « La dégradation ne contribue-t-elle pas moins à l'émergence de nouveaux agents pathogènes qu'à l'augmentation de leur transmission, de leur virulence et de leur impact ?» Bien sûr, la dégradation, comme je l'ai dit, ça contribue énormément à la virulence, comme il l'a dit, à la transmission des maladies. Pourquoi? Parce que quand les milieux, par exemple, est dégradé, on assiste à la perte de plusieurs espèces. Les plantes disparaissent, les animaux, ils disparaissent, que ce soit les animaux inférieurs ou supérieurs. Ici, je parle des animaux inférieurs. Ici, on parle des micro-organismes. Ces micro-organismes qui assurent peut-être la décomposition des matières organiques, que ce soit les plantes ou les matières fécales de ces animaux qui y vivent dans ces mêmes milieux. À travers cette décomposition, il y a vraiment la réactivité du milieu. Mais une fois que ces milieux est dégradé, les arbres sont coupés, ces animaux ils sont transmis. Premièrement, quand on constate, par exemple, d'une manière pratique,
dans un milieu où il n'y a pas assez d'arbres, il y a assez de poussières qui s'y soulèvent. Et donc, à travers ces poussières, les agents pathogènes, ces maladies, se transmettent à travers même la poussière, que ce soit la poussière d'une manière générale, en fait. Et donc, c'est les maladies respiratoires, quand aujourd'hui on assiste à l'accentuation ou à l'aggravation de l'asthme. Parce que quand il y a plus de poussière, les personnes asthmatiques n'arrivent pas à y résister. On assiste à des maladies, le rhume est beaucoup plus accentué. On assiste également à, oui, à l'accentuation à la transmission de plusieurs maladies. Par exemple, quand il y a, par exemple, ici, je prends le cas de nos déchets qui sont des fois qui ne sont pas dégradés, ils obstruent nos caniveaux et une fois que les caniveaux sont obstrués, il y a dégagement de l'autre du méthane, le méthane qui est un gaz à effet de serre. Il y a également le développement de certains agents pathogènes tels que le vecteur du paludisme, dont les anophèles, les moustiques se développent dans ces déchets qui sont mal gérés parce qu'il y a cette dégradation de notre milieu. Donc, d'une manière ramassée, c'est tout ce que je pourrais dire. Ok, merci. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bon, par rapport à cette question, je me dirais il est difficile de quantifier précisément quelle contribution est la plus grande, car les deux phénomènes sont infiniment liés. Cependant, sans l'émergence, il n'y a pas de nouvelles pandémies. Il me semble que vous avez 2 micros allumés. Est-ce que vous pouvez... Ou je pense que vous avez vous êtes connecté sur 2 appareils. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez déconnecter l'un des appareils? Sinon, quand vous parlez, ça fait des échos. C'est bon, docteur? Docteur Abdelmounim? Allô? Allô? Est-ce que vous me suivez? Mais il y a beaucoup. Pour 2 appareils qui sont à proximité l'un de l'autre. Donc, il va falloir déconnecter l'un des 2 appareils. Allô? Maintenant, c'est bon? Ok. Je me disais, la dégradation de l'environnement est le facteur clé qui est derrière cette émergence accélérée de nouveaux agents pathogènes au cours de ces dernières décennies.
Le rôle est... Bon, en attendant que le docteur règle ses problèmes techniques, nous allons prendre une autre question. Je voudrais bien poser une question. Merci. D'accord, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir aux présentateurs. Je m'appelle Madame Boab Mara et j'évolue dans le domaine de l'énergie électrique, peut-être un peu d'énergie fossile. Et vraiment, nous vous remercions beaucoup pour ces présentations. Maintenant, moi, ma question est, on parle souvent des effets des énergies fossiles sur la dégradation de l'environnement et sur l'impact qu'il a sur le côté de la santé des populations. Maintenant, on nous dit souvent qu'il faut aller vers les énergies renouvelables, mais mon problème est-ce que au stade où nous en sommes, est-ce que la solution, c'est seulement aller vers les énergies renouvelables? Parce qu'on sait que, vu l'émergence des pays, vu la demande est très forte en termes d'énergie fossile. Est-ce que ce qu'on a en termes de... On peut laisser l'énergie fossile aller vers l'énergie renouvelable et pouvoir satisfaire nos pays en termes d'énergie pour ne pas aggraver la santé des populations. Est-ce que là est la solution ou bien il y a une autre solution, il y a une autre alternative? Merci. Merci, Madame Beau, pour votre question. Alors, chers invités, la parole est à vous pour les éléments de réponse. Bon, pourquoi on doit s'orienter vers les énergies renouvelables? En fait, c'est l'alternative la plus sûre, en fait. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai souligné dans ma présentation, que les énergies fossiles produisent ils émettent des gaz à effet de serre, et comme notre approche de lutte contre le changement climatique est de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, ces énergies sont au moins des alternatives. Et donc, ils sont également ces énergies renouvelables sont également des alternatives pouvant améliorer la sécurité énergétique. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on prend les cas du Sahel, comme il fait tellement chaud, où les soleils frappent tous les jours, les Sahel est tellement ensoleillé, donc c'est tellement sécurisant que les énergies renouvelables font partie de ces alternatives. Et comme vous l'avez dit, que vous travaillez déjà dans les cadres peut-être dans une entreprise de promotion de ces énergies renouvelables, ou bien vous travaillez dans une entreprise qui vulgarise ça, ça crée déjà de l'emploi, et maintenant ça fait partie également de ces approches pour lutter contre certaines maladies émergentes. Comme je l'ai dit, certaines personnes asthmatiques
quand ils aspirent, par exemple, la fumée qui provient, par exemple, d'un groupe électrogène ou qui provient de certains véhicules, où on peut utiliser seulement les véhicules électriques qui font partie également des voitures à responsabilité, à réduction de production de gaz à effet de serre. Donc, ça fait partie vraiment des alternatives, d'après moi. Ok, merci. Je vais essayer de répondre à cette question. Je pense que l'impact des énergies fossiles sur l'environnement est lié au changement climatique, pollution de l'air, pollution des sols et de l'eau, et la dégradation des écosystèmes. Mais sur la santé humaine, cela peut être remarqué par des maladies respiratoires, comme l'avait dit mon prédécesseur, les maladies cardiovasculaires, neurologiques, les décès prématurés. L'énergie renouvelable est une solution nécessaire, mais pas suffisante à elle seule. Le potentiel ici, c'est la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, de ressources quasi limitées. Bon, le coût est bas, bien sûr, mais là, le déploiement massif de ces énergies renouvelables est indispensable pour répondre aux besoins d'une population qui est croissante, tout en limitant le réchauffement climatique. Mais l'énergie renouvelable à elle seule, vraiment, ce n'est pas suffisant. Ça a une profonde transformation de nos modes de consommation, de production. Même un système renouvelable à 100% ne pourra soutenir une croissance démographique et matérielle infinie dans ces mondes où on est en croissance. Et donc, nous pouvons dire que la solution est systémique. C'est de combiner transition énergétique avec efficacité maximale, protection des écosystèmes, innovation technologique ciblée. Merci beaucoup. Merci pour vos éléments de réponse. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? Oui, parce qu'ils m'ont rejoint. Ils ont dit que ce n'est pas suffisant. Maintenant, moi, ma question, c'est que je veux réellement, vous êtes dans le domaine de la santé, puisque l'énergie fossile, on ne peut pas les laisser, l'énergie renouvelable n'est pas suffisante. Donc, quelle alternative il faut? Par exemple, quels moyens préventifs, quelles sont les préventions qu'on peut faire pour ne pas, je ne veux pas dire atténuer la dégradation de la santé des populations, du moment qu'on ne peut pas laisser carrément l'énergie fossile? Merci. C'est là où on avait dit, ici, c'est de combiner une transition énergétique avec sobriété. Donc, essayer d'avoir une protection des écosystèmes, une innovation technologique telle que pour essayer de réduire un peu cet impact sur l'environnement. Et là, l'enjeu est moins technologique et politique, donc social, économique. Bon, il s'agit ici de repenser les rapports entre l'énergie et la prospérité de la population. Merci. Si j'ai Oui, madame, j'aimerais un peu ajouter, comme les énergies renouvelables sont, de nos jours, on peut trouver un panneau solaire à coût bas dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quelle partie de l'Afrique. Et donc, la manière de repenser est peut-être que de faire des plaidoyers à nos gouvernants, de l'autre, de favoriser cette transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Parce que pour laisser ces énergies fossiles, pour accéder à ces énergies renouvelables, des fois, il nous faut un peu de moyens. Et donc, c'est peut-être faire des plaidoyers pour de ces décideurs politiques ou bien de nos gouvernants, de nous favoriser cette transition. Parce que
comme Dr Abdelmounim l'a dit, nous sommes encore en phase de transition. Et donc, qui dit transition dit un pied dedans, un pied dehors. Et donc, on ne peut pas laisser carrément, on ne peut pas laisser à la minute. C'est en fait un processus, d'après moi. Oui, j'ai vu, oui, c'est bon, j'ai compris. Mais vous parlez tout le temps par rapport à ce que nos États doivent faire et tout. Vous êtes médecin, moi je vous dis par rapport à la population même, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? C'est-à-dire la tension énergétique, oui, c'est là, ça existe et tout. Ça, c'est des processus. Mais nous, en tant que population, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour atténuer ça, pour nous protéger nous-mêmes? Ah, ok, ok. Bon, ici, en tant que peut-être Africain, quand aujourd'hui on parle de l'agroécologie, ce sont des pratiques que nos parents avaient utilisées. Pourquoi ne pas faire un retour à ces pratiques agroécologiques au lieu d'utiliser peut-être des engrais chimiques? C'est de s'adapter en utilisant l'agroécologie, par exemple, comme premier alternative, des luttes contre de l'adaptation contre ces phénomènes climatiques, comme je vois comme premier facteur, et d'être responsable. Par exemple, quand on parle des déchets, on s'adapte selon nos milieux de bien gérer nos déchets, de bien gérer nos eaux, de la gestion de l'eau qu'il faut intégrer dans nos quotidiens, parce qu'il y a la rareté de l'eau, il y a également la gestion responsable de nos aliments. Il ne faut pas gaspiller peut-être des aliments parce qu'il y a la sécheresse partout et il n'y a pas assez de manger. Ce qu'on trouve, il faut que peut-être on les gère d'une manière responsable. Ce sont peut-être des actions quotidiennes comme ça qu'on intègre dans nos quotidiens, comme je venais de le dire, qu'on peut faire face à cela. Parce que comme le changement climatique a vraiment impacté toute notre vie d'une manière générale, tout ce qu'on en possède. Et donc, comme on est les plus faibles, on s'adapte selon nos moyens de bord. Merci. Ok, moi, c'est pour ajouter, je pourrais dire, c'est un choix individuel et aussi familial. On pourrait aussi prendre des initiatives individuelles, réduire par rapport à la mobilité, privilégier la marche, privilégier le vélo par rapport à la moto, par rapport à ce qui peut dégager quelque chose qui va détruire l'environnement. Et là, ajouter aussi sur l'alimentation, réduire la consommation de produits qui nécessitent vraiment à ce qu'on utilise l'énergie fossile. On peut privilégier les produits locaux, les produits de saison, biologiques, ainsi de suite. C'est beaucoup plus individuel. On peut aussi, comme l'avait dit mon prédécesseur, par rapport à l'usage de l'eau, voir comment utiliser l'eau, réduire l'utilisation en excessif, réutiliser, recycler, rendre à la terre ce qui appartient. Et par rapport à ça, on peut aussi revenir à ce que je pourrais dire, en tant que population, nous pourrons aussi contribuer à ne pas dégrader notre environnement. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est engager des actions responsables, individuelles et collectives. Merci beaucoup. Ok, bon, merci beaucoup si vous êtes satisfaite. Sinon, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Actuellement, dans un projet à l'est du Tchad, comme le Tchad est un pays sahélien,
nous avons, dans le cadre d'un projet multisectoriel, dans un projet de consortium, je gère un portefeuille de la protection de l'environnement à travers des actions concrètes, la valorisation de biopesticides, la production de biopesticides à travers des plantes qu'on connaît déjà, les moringas qu'on trouve partout en Afrique et les moringas qu'on les trouve partout dans nos maisons. Donc, au lieu d'utiliser les pesticides chimiques qui coûtent énormément cher et qui ont des effets sur notre santé et tout, on utilise aujourd'hui ces biopesticides. Et pour peut-être utiliser des engrais chimiques, on utilise à sa place, on produit des engrais organiques. Et là, on essaie d'intégrer également on forme les producteurs à des techniques agroécologiques, les AI et tout, les techniques de démyline pour gérer un peu de l'eau. Et donc, toutes ces actions qu'on mène, ça va au bénéfice de la population. Et comme nous sommes en Afrique, ce sont de telles actions qu'il nous faut, par exemple. Donc, c'est tout ce que j'aimerais ajouter. Et merci. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Alors, il me semble que M. Youssouf Mahamat voulait prendre la parole, mais juste avant de la lui accorder, nous allons lire une contribution de M. Sanoubadian, dont il me semble le micro ne fonctionne pas. Alors, il dit, dans un contexte où les énergies fossiles restent incontournables et où les renouvelables sont insuffisantes, l'atténuation passe par une réduction ciblée de la pollution, des solutions énergétiques, hydriques, pour les services essentiels et un renforcement des systèmes de santé afin de protéger les populations. Utiliser les financements climat, FVC, Banque mondiale, BAD, pour des co-bénéfices santé taxés progressivement sur les activités très polluantes pour financer la santé publique. Donc, nous le remercions pour cette contribution très pertinente. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Youssouf Mahamat. Monsieur Youssouf, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rahma, pour la parole. C'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole dans cette assemblée qui est ô combien cortiquée. Donc, merci au présentateur pour cette présentation, brillante présentation. J'aimerais poser une question. Donc, qui dit dégradation d'écosystèmes ou changement climatique parle en même temps des maladies émergentes, mais aussi des maladies réémergentes. Du coup, va en découler la question de l'approche One Health, qui est de nos jours une des clés phares de tout ce qui est prévention des maladies transmissibles de nos jours. Donc, moi, j'aimerais savoir, ma question est la suivante. En ce qui concerne la souveraineté sanitaire, donc on peut parler de souveraineté sanitaire en Afrique de nos jours. Donc, en ce qui concerne la souveraineté sanitaire en Afrique, face au changement climatique, ou bien face à cette crise humanitaire liée au climat et au changement, donc climatique et le changement environnemental, quel est véritablement le rôle de la société civile, mais aussi le rôle des agences? Donc, j'aimerais vraiment avoir une réponse qui soit de façon exhaustive, mais aussi une réponse de façon ciblée sur la population. Parce que je pense que la population a son mot à dire, d'autant plus que le monde médical est l'un des mondes qui pollue le plus, si j'ose le dire, parce que en ce qui concerne les déchets non dégradables par l'environnement, les blocs opératoires occupent plus de 25% de nos jours selon les nouveaux chiffres. Donc, j'aimerais savoir quel est le rôle de la société civile, mais aussi quel est le rôle des agences dans cette souveraineté sanitaire en Afrique face au changement climatique. Merci.
Merci Youssouf pour votre question. Alors, chers invités, la parole est à vous pour la réponse. Excusez-moi, je n'ai pas bien cerné la question. Si on peut reprendre ça pour moi. Alors, je disais que dans cette quête de souveraineté sanitaire en Afrique, face au changement climatique et face au changement environnemental, quel est véritablement le rôle de la société civile, mais aussi quel est le rôle des agences, que ce soit les agences sanitaires ou bien les autres agences, dans cette quête de souveraineté sanitaire? À mon niveau, au niveau de ma compréhension de la question, je pourrais dire la nécessité ici, c'est un nouveau paradigme de collaboration. La société civile, elle joue un rôle très important qui est un rôle exécutant, mais qui est copilote des politiques sanitaires et des politiques de préservation de l'environnement. Et bon, je pense que les agences ont des conceptions stratégiques et de coordination qui leur permettent d'agir sur tout ce qui dégrade l'environnement, même si les déchets médicaux et tous les autres objets qui dégradent l'environnement. Et donc, les solutions ici, c'est une autonomie africaine et une solidarité internationale par le biais des agences. Je crois que la société civile a son rôle à jouer dans ce système. Merci. Si j'ai eu à répondre à la question, je n'ai pas bien compris. Ok, désolé, monsieur Youssouf. Bon, j'aimerais apporter peut-être quelques contributions après docteur Mounir. Bon, la société civile, comme vous le savez, joue déjà ses rôles de l'ordre de prévention. Parce que qui dit société civile dit une société qui dit ces organisations qui sont à côté de nos communautés. Et donc, comme ils sont à côté de nos communautés, la société civile joue le rôle de sensibilisateur parce qu'ils sensibilisent la population à travers les risques sanitaires liés au climat, par exemple. Ils informent déjà. Aujourd'hui, si ce n'est pas la société civile, la population ne va pas savoir ce qu'on appelle les changements climatiques. C'est à travers la société civile qu'aujourd'hui, au moins, la moitié de la population africaine connaît ce que c'est les changements climatiques. Et la société civile aujourd'hui peut également jouer le rôle de la promotion des pratiques résilientes à travers la sensibilisation sur l'hygiène, sur la prévention à certaines pratiques de l'ordre de pollution, la gestion des déchets, par exemple. La société civile sensibilise, joue le rôle de la promotion des pratiques locales résilientes qui sont la gestion des déchets, par exemple, la bonne nutrition, comme je l'ai l'autre dit, brossé tout à l'heure, j'ai parlé des bonnes pratiques de gestion durable des aliments et tout. Et donc, cette société civile joue le rôle de promotion. Elle peut également jouer le rôle de plaidoyer, par exemple, faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes et également veiller, par exemple, à porter la voix de nos communautés vulnérables
au plus haut. Et le rôle des agences ici, peut-être je vais parler de leur appui stratégique et institutionnel. Aujourd'hui, dans n'importe quel grand hôpital, on intègre aujourd'hui certains aspects liés à l'environnement. Par exemple, quand on veut construire un grand hôpital, on prévoit au moins une centrale de gestion des déchets. Ça fait partie de l'intégration que les agences intègrent dans leur plan stratégique institutionnel. Et ils financent également des projets bancables ou des projets réalisables sur les One Health. Aujourd'hui, si on parle du One Health, c'est parce que ces agences ont intégré ont intégré cet aspect dans leur plan stratégique et dans leur plan institutionnel, et ils renforcent aujourd'hui nos capacités sur comment faire face à cette faire face à la souveraineté sanitaire face au changement climatique. Donc, d'une manière très étalée, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. D'accord, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Est-ce que M. Youssouf est satisfait de la réponse? Rahma, merci encore pour la parole. Oui, disons oui, parce que je suis un peu engagé dans cette lancée, parce que je pense que non seulement il faut aussi gérer les déchets, mais il faut aussi éviter la survenue de ces déchets-là. Mine de rien, aujourd'hui, dans notre pratique médicale, si j'ose parler du point de vue médical, il y a beaucoup de déchets qui sont en forme de plastique, et ces déchets sont difficiles à gérer dans le post-utilisation de ces déchets-là. Donc, je pense que la réflexion qu'on doit avoir, c'est pouvoir penser dans la confection de ces matériels-là. Penser plus à des matériels qui seront biodégradables, des matériels qui ne seront pas impactants sur l'environnement, mais aussi sur le changement climatique par conséquent. Donc, je pense qu'ils ont eu à parcourir un peu la question, et je suis satisfait de la question. Merci beaucoup, Rahma, pour la parole, et merci aux intervenants pour les éléments de réponse. Merci beaucoup, M. Souf. Et c'est une très bonne chose d'être engagé sur cette lancée. D'ailleurs, nous vous encourageons à poursuivre sur cette lancée. Alors, malheureusement, nous sommes un petit peu rattrapés par le temps. Donc, nous allons peut-être prendre une toute dernière question avant de clôturer la séance. Donc, si quelqu'un voudrait poser une question ou une quelconque contribution, nous sommes à l'écoute. Merci. Il n'y a plus de questions? Ah, Monsieur Mohamed Ali Moussa lève la main, donc vous avez la parole. Merci, bonsoir. Bonsoir et vraiment félicitations à nos deux panélistes qui ont vraiment contribué, qui nous ont vraiment éclairci des questions cruciales et à jour, quoi. Une petite contribution ou éclaircissement que le thème est vraiment pertinent, si je me permets de dire. Vraiment, l'écosystème et la dégradation est visible chez nous au Tchad, et l'utilisation aussi des produits chimiques et autres ont des effets sur nos santé. Nous, les techniciens de l'agriculture, à chaque fois, on plaide pour ça, parce que les produits chimiques viennent des autres pays.
pour votre rappel que le Tchad ne produit pas des produits chimiques jusqu'à là, on exporte de nos pays voisins et ça crée vraiment des problèmes de santé publique. Certains plaies qu'on trouve au champ qui ne se guérissent jamais, qui continuent jusqu'à là. Certaines maladies ou certains produits pulvérisés sans des protections, ça nous crée aussi des problèmes. Ça crée aussi, ça réduit aussi, ça crée aussi le problème de santé publique. Et pour le climat, ça joue sur le climat, effectivement. On est en train de réfléchir aussi sur les calendriers culturels dérivés dans nos années, dans les précédentes, par les techniciens ou par les chercheurs, que pour le moment, actuellement, ça a vraiment, si je peux me dire, si je me permets de dire, le calendrier culturel est changé. La saison des pluies qu'on connaît avant, ça vient dans tel moment. Maintenant, ça a basculé des 15 jours ou des 10 jours. Et la contre-saison froide aussi, ça a bougé du calendrier culturel qu'on a avant. Vraiment, la question est vraiment, ou le thème est vraiment pertinent et ça nous a vraiment touchés. Je dis encore merci à vous tous et de faire de plus pour qu'on enlève quelque chose qu'on peut transmettre à nos producteurs. Et nous aussi, on insère dans nos cahiers de conseils pour nos producteurs. Merci vraiment beaucoup. Je m'appelle Mamad Ali Moussa, ingénieur agronome, biologiste. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ali Moussa, pour votre contribution qui fut très, très pertinente. Alors, nous arrivons à la fin de notre séance de ce soir, qui a été consacrée à la dégradation des écosystèmes et au changement climatique, et à leur rôle, souvent silencieux mais déterminant, dans l'émergence des maladies ou dans leur réémergence. Les échanges d'aujourd'hui nous rappellent une réalité essentielle. La santé humaine ne peut être pensée indépendamment de celle des animaux et de notre environnement. La perte de la biodiversité, les déséquilibres climatiques ainsi que la pression exercée sur les écosystèmes ne sont pas seulement un enjeu économique, mais aussi un véritable enjeu de santé publique. Donc, face à ces défis, l'approche One Health paraît comme une réponse incontournable, appelant à une collaboration étroite entre les disciplines et les différents secteurs de la communauté. Donc, nous espérons que cette conférence vous aura permis non seulement de mieux comprendre ces liens complexes, mais aussi de susciter une prise de conscience et surtout une volonté d'agir à différents niveaux, individuels, communautaires et institutionnels. Donc, je tiens quand même à remercier chaleureusement nos invités pour la qualité de leur contribution et ainsi que l'ensemble des participants et pour leur attention, vos questions, vos contributions, toutes pertinentes. Donc, ensemble, rappelons-nous que protéger les écosystèmes, c'est aussi protéger la santé, notre santé et celle des générations futures. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre disponibilité et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Nous allons ainsi donc lever la séance. Merci beaucoup. Merci, Dr Ramatou. Merci à Wikaya et merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Merci à Dr Amine également qui a fait recours à nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci.